Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Rafchan Info. Et ce soir, quels sont les titres? C'est parti. Un remake du film d'horreur culte Anaconda le Prédateur, sorti en 1997, débarquera en 2025. Mais avec Paul Rudd et Jack Black en tête d'affiche, attendez-vous à une version qui pourrait bien vous surprendre. Les spectateurs ont découvert Nick Burkhardt, un descendant des Grimm, héritier d'une lignée de chasseurs. Une série fantastique qui pourrait bien revenir, mais cette fois sous la forme d'un film. Netflix s'apprête à dévoiler le film d'animation The Witcher et les Sirènes des Abysses, une œuvre indépendante de la série en prise de vue réelle. Le réalisateur américain David Lynch est décédé à l'âge de 78 ans. Cinéaste mystérieux et auteur de films énigmatiques, il était notamment connu pour ses œuvres emblématiques telles que Mulholland Drive, Blue Velvet et la série Twin Peaks. Le film de science-fiction à succès 2012 réalisé par Roland Emmerich a été interdit en Corée du Nord. Mais savez-vous pourquoi cette censure a eu lieu? La raison est plutôt surprenante. Le remake de The Running Man d'Edgar Wright accueille une nouvelle star, l'acteur nominé aux Oscars, Colman Domingo, qui rejoint Glenn Powell au casting du film. Après son rôle de Yelena Belova dans le MCU, Florence Pugh pourrait incarner une princesse Disney dans l'adaptation en live-action d'un film d'animation en prêtant ses traits et sa voix distincte au personnage. David Leitch est en discussion pour réaliser un nouveau volet de la saga Ocean's 11 avec la participation de George Clooney et Brad Pitt. John Bertal, qui reprendra son rôle de Punisher dans la série Daredevil, rejoint le casting de l'adaptation de l'Odyssée, un projet réalisé par Christopher Nolan dont le tournage débutera en février 2025. Le biopic sur Michael Jackson réalisé par Antoine Fuqua va reprendre son tournage. La principale raison de cette reprise réside dans les accusations portées contre l'artiste en 1993. Sony s'attaque à un reboot comique d'Anaconda. Le studio a confirmé en décembre dernier que cette réinterprétation du film d'horreur culte de 1997, réalisé par Tom Gormican, arrivera sur grand écran le 25 décembre 2025. Juste à temps pour les fêtes. Le casting sera porté par Paul Rudd et Jack Black, avec Columbia Pictures à la production. Tom Gormican, connu pour un talent en or massif, réalise ce remake à partir d'un scénario coécrit avec Kevin Eaton. La production du film est assurée par Brad Fuller et Andrew Form, via leur société Fully Formed. En août dernier, The Hollywood Reporter a annoncé que le projet était en développement. Les détails de l'intrigue restent cependant encore confidentiels. En 1997, Luis Llosa a dirigé Anaconda, un film avec un casting comprenant Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube et John Voight. Le film a donné lieu à plusieurs suites et suivait une équipe de tournage National Geographic à la recherche du serpent géant immortel. Bien que le premier volet ait été qualifié de pathétique et ringard, il a rapporté plus de 136 millions de dollars au box-office mondial, soit l'équivalent de 269 millions aujourd'hui. La nouvelle version, quant à elle, prendra un ton résolument parodique. La sortie d'Anaconda est prévue en France pour le 31 décembre 2025, ce qui laissera encore un peu de temps à ceux qui attendent le film. En attendant de les voir dans cette comédie décalée, Paul Rudd apparaîtra aux côtés de Jenna Ortega dans Death of Unicorn d'A24, dont la sortie est fixée au printemps 2025. Jack Black, quant à lui, sera à l'affiche de Minecraft le film, attendu en salle le 2 avril prochain. N'hésitez pas à réagir, que ce soit en direct ou par replay quand vous le verrez le lendemain, donc sur YouTube. N'hésitez pas à laisser également sur YouTube un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je laisse tout de suite la parole à mon invité que vous connaissez, à savoir Mulder Fox Williams sur Twitch, mais que vous connaissez également sur YouTube en tant que les dossiers du Cyborgia. Et quant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Anaconda. Est-ce que vous l'aviez vu à l'époque? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que maintenant, il y aura Paul Rudd et Jack Black et que ça sera une sorte de parodie. Est-ce que vous êtes pour, etc. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, des fois, quand on fait des remakes, c'est un petit peu moins sérieux que les précédents. Pas pour tous les films, bien évidemment.
Mais là, en tout cas, ça en fait partie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à mon invité, Mulder, Fox William. Une posture de, ils ont osé. Faut pas être dans une posture vue, ils vont insulter les fans du premier. Le premier a un statut de nanar. Il est peut-être classique parce que les gens, en le voyant à la téloche, se prennent au jeu, mais c'est pas du cinéma classique sérieux, c'est pas un thriller, quoi. On est dans du niveau Charnado, quoi. C'est vraiment Bill comme tout, c'est ça. C'est du popcorn movie. Voilà. Donc moi, je vais l'attendre gentiment, parce que pour moi, c'est du popcorn movie, tout simplement. Très bien. Alors, attends, je vois juste. Oui, parfait. Euh, J'avais aussi une question concernant ceci. Donc, comme on vient d'en parler par rapport à Anaconda, est-ce que tu aurais vu par hasard la version chinoise? Parce que je sais qu'il en existe une. Alors, est-ce qu'elle est un petit peu plus sérieuse? Ça, je ne saurais pas vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez connaissance de ce projet. Qui est déjà sorti depuis un moment, la version chinoise, ou alors si elle est sur Netflix ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me dire, mais est-ce que par exemple toi tu as entendu de parler de cette version et si oui, est-ce que tu l'as vu, etc. Je te laisse la parole. Chinoise Anaconda, pas juste une. Non du tout, j'étais pas au courant qu'il y avait. T'es sûr que c'est une version chinoise Anaconda et pas juste Il en existe une, oui. un film qui sort sur le Anaconda qui plagie. D'accord. Non, non, il en Non, je l'ai pas existe vu. une, ouais. D'accord. Non, non, je l'ai pas vu. Ok. Alors comme ça, je t'aurais appris quelque chose. Mais je t'avoue que moi, je l'ai appris il y a quelques jours déjà. Qu'il y en avait une. Très bien. En tout cas, merci à toi pour ces mots. N'hésitez pas à réagir, en tout cas, que ce soit en direct ou même en replay sur les sujets que nous abordons ce soir.
Une version moderne des Grimm, c'était l'idée derrière la série éponyme lancée par la NBC en 2011. David Giuntoli y incarnait l'inspecteur Nick Burkhardt, un homme qui apprend qu'il fait partie des derniers descendants d'une lignée de chasseurs et que les célèbres contes des Grimm sont en réalité basés sur des faits réels. Nick se lance dans la traque des créatures surnaturelles pouvant menacer l'humanité. Un univers inconnu aux règles qu'il doit encore appréhender. Heureusement, il peut compter sur l'aide précieuse d'Eddie Monroe, incarné par Russell Hornsby, un ancien loup-garou au tempérament sauvage qui a su se discipliner grâce à une combinaison de médicaments, de régimes stricts et de séances de sport. Malgré un début timide, Grimm a vite séduit un large public, tant aux États-Unis qu'en France, où elle a été diffusée dès 2012 sur Sci-Fi. Un tel engouement a permis à la série fantastique de s'étendre sur 6 saisons. Deadline rapporte que la plateforme Peacock est en train de développer un reboot de Grimm, cette fois sous forme de film. Excite David Giuntoli, Russell Hornsby et Elizabeth Taylor, que vous connaissez en tant que Lois Lane, dans la série Superman et Lois, car le long métrage introduira de nouveaux personnages et une mythologie différente. Une décision judicieuse qui offrira aux nouveaux venus l'opportunité d'explorer l'univers sans confusion. Toutefois, ce reboot de Grimm tissera aussi des liens avec la série originale afin de satisfaire les fans de la première heure. Josh Berman sera en charge du scénario et pourra compter sur le soutien de l'équipe créative d'origine. D'après le média américain, et à condition que le film rencontre un franc succès, celui-ci pourrait bien donner naissance à une nouvelle franchise fantastique sur Peacock. Reste à savoir si le public actuel est toujours attiré par ce type d'histoire surnaturelle et si les effets spéciaux sauront répondre aux attentes, un point qui a fait défaut dans la série originale. Pour l'instant, Peacock n'a pas révélé davantage d'informations sur l'intrigue ou le casting de ce reboot. Il faudra donc patienter pour en savoir plus. Et vous, qu'en pensez-vous de ceci? Avez-vous vu Grimm? Êtes-vous impatient ou même curieux de voir ce nouveau projet arriver? Libre à vos commentaires. Et tout de suite, qu'est-ce qu'en pense mon invité? À toi. Bah, moi, j'ai vu Grimm, l'intégrale. Comme tu dis, c'est la série qui a révélé donc Elizabeth Taylor, maintenant connue pour être Lois Lane. Donc du coup, je la connaissais déjà. Enfin, j'appréciais déjà son talent d'actrice dans Grimm. Donc du coup, son choix pour Lois Lane, j'étais un petit peu. Oula, elle va jouer Lois Lane, celle qui fait dans Grimm. Sinon, c'est alors. Moi, ce qui m'a tiré avec Grimm, c'est le créateur showrunner, c'est celui qui est derrière Angel de Joss Whedon. C'est lui qui a showrunné en fait la série, parce que Joss Whedon est occupé avec Buffy. Et du coup, en fait, Grimm, le style de Grimm, je le conçois plus comme une sorte de Angel, mais version policier et version plus monstre que vampire. C'est-à-dire que Angel, c'est plus centré sur des vampires. Le vampire d'abord, et l'univers des vampires engendre d'autres créatures que affronte Angel. Et là, en Grimm, c'est plus générique, c'est plus créature fantastique, dans le sens où, oui, comme tu dis, il y a des loups-garous, il y a aussi le style, enfin le charme de Grimm, c'est d'essayer d'insérer dans notre réalité des genre des nains et des trolls, par exemple, enfin des créatures que l'on pense être de contes de fées, et la série nous dit que ces créatures-là existent pour de vrai, sauf qu'elles se dissimulent sous nos yeux. Et donc le Grimm, le statut de Grimm, auquel fait référence au titre, c'est simplement que le Grimm a la faculté de voir en fait derrière les apparences, et donc de déceler qui est une créature féerique. Et c'est cette capacité-là qui fait tout le charme de la série. C'est-à-dire que le mec est inspecteur de police avant tout. Et du jour au lendemain, ça se pilote, hein, c'est le début de la série, du jour au lendemain, il découvre qu'il a cette faculté-là. Et donc à partir de là, sourd avec lui, toute la mythologie, les créatures féeriques
dont il ne soupçonnait pas l'existence. Son bras droit, alors à mon avis tu le connais, c'est celui qui l'aide, l'indique, dont tu parles. On le voit dans Prison Break par exemple, il joue un tolard qui va occuper l'espace de 2-3 épisodes une cellule de Michael Scofield, et dans d'autres séries, je crois. Enfin, le mec, quand tu le vois, c'est une tête connue, quoi. Le mec, quand tu le vois, tu peux pas oublier sa tronche, quoi. Enfin, déjà, il a une tronche particulière. Et ça sied bien au. Là, on dit pas loup-garou, il y a un autre nom, mais effectivement, le loup-garou, c'est dans notre culture à nous, et dans la culture des monstres, c'est un autre nom, mais j'arrive pas à me souvenir. C'est un Billy Buzzé, un truc dans ce style. Enfin, voilà, ils ont des. Dans le. Nous, on les perçoit en tant que loup-garou, en tant que vampire et compagnie, et dans le jargon de la mythologie, ils ont d'autres noms plus folkloriques. Et moi, le fait que y a un reboot qui va essayer de faire des liens, alors c'est bien qu'il fasse appel à un autre casting, parce que les storylines, les fils rouges, tout ça, c'est dénoué à la fin de la série. Ouais, tout ça, il y a une vraie conclusion à la série. Hein. Il n'y a pas une sorte de fin ouverte qui appelle à d'autres qui finalement été annulée. Il y a une vraie conclusion à la série. La dernière saison forme une vraie fin. Donc je vois ça à la bonne oeil qu'il fasse appel à un nouveau casting, donc pour relancer le truc. Après, qu'il fasse vraiment une nouvelle mythologie, je vais voir, parce que si ça a des liens avec l'ancienne, je vais voir comment ils vont tourner ça. Parce qu'il y a une possibilité de nouvelle mythologie, une possibilité qu'ils réussissent à tourner ça d'une manière rafraîchissante, c'est-à-dire que ça va partir sur d'autres fils rouges, et donc les liens avec l'ancienne devraient réussir à rendre le tout cohérent, que ce soit un petit peu comme a fait Ghostbusters, le troisième volet avec les gamins. Quand les gamins s'installent dans la maison, ils l'on découvre au fur et à mesure qu'en fait la maison c'est celle des Gunspengler. Je ne le souhaite pas vu que c'est dans la annonce, mais Ocha, c'était la charge du film, de ce troisième volet Ghostbusters, de faire le lien entre les nouveaux personnages, donc les petits-enfants de Egon Spengler, la mère et le papa, donc Paul Rudd, donc à la charge du film de faire le lien entre les nouveaux personnages et les anciens, c'est les deux premiers. Donc à charge de cette nouvelle version de faire le trait d'union. Après, effectivement, tu mets une réserve sur est-ce que le public actuel est prêt à accepter des effets spéciaux, le charme des séries précédentes, parce que le charme de Grimm, c'est de faire en série policière un ton très fantastique à la Angel. C'est-à-dire quand tu regardes Grimm, je regardais Grimm comme je regardais Angel. Effectivement, si tu attends un peu plus de réalisme, tu vas, disons que le charme de Grimm et le charme d'Angel, c'est un petit peu série B pour ado, quoi. Faut pas se mentir, hein, c'est pas pour un public adulte, c'est pour un public adolescent un petit peu geek. Donc c'est à voir maintenant si ce public adolescent geek existe encore, passer après, je sais pas moi, Game of Thrones, passer après Walking Dead. Est-ce que le public ado geek est encore prêt à une série un petit peu bricolée? Donc ce serait intéressant de voir ça, parce qu'il faut pas oublier que ce sera une série Peacock sur streaming, c'est pas une série sur HBO Max ou c'est pas une série du câble ou Showtime comme ils sont habitués à avoir des gros budgets. C'est une série sur streaming, et c'est en streaming, c'est surbricolé avec quelques trucs de... par exemple, je pense à Teen Wolf, ce sera un petit peu bricolé comme ça, et ça Teen Wolf, ça soutient pas la comparaison. C'est ça que faut bien se mettre en tête. C'est bricolé de cette manière-là, ça risque de heurter. Parce que pour Teen Wolf, il faut vraiment être fan de la série pour apprécier. C'est même pas pour dénigrer, mais un nouveau public a du mal. Je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment fait pour les fans de la série, ceux qui se sont habitués à l'univers de la série. Donc pour Grimm, j'espère qu'ils vont trouver le juste milieu entre plaire à un public qui a adoré le côté bricolé de l'ancienne version et plaire à un nouveau public qui, lui, était rassasié de trucs d'horreur fantastiques depuis 10-15 ans. J'espère qu'ils arriveront. Moi, je l'attends avec impatience. Moi, j'attends avec circonspection. Enfin... Curieux. Voilà, t'as le mot. Curieux. D'accord, très bien. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes comme Mulder, alias les dossiers du cyborgien. Si vous êtes curieux également de ce projet, est-ce que vous auriez préféré que
les Grimm tels qu'ils étaient déjà avant restent tels quels et puis qu'on n'y touche pas. En tout cas, j'ai hâte de voir vos commentaires. Avant la diffusion de la prochaine saison avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Rive, The Witcher fait son grand retour sur Netflix, mais cette fois sous la forme différente. Sous une forme différente, le film d'animation The Witcher, les sirènes des abysses arrivera bientôt sur Netflix et proposera une histoire indépendante sans lien direct avec l'intrigue de la série télévisée. Dans cette nouvelle aventure, le sorceleur, accompagné de ses fidèles alliés, le ménestrel Jacquier et la puissante sorcière Yennefer de Wengerberg, se retrouvent plongés dans une guerre ancestrale entre les humains et un peuple de créatures marines. Au cœur de ce conflit, un amour interdit naît entre le prince Agloval et la sirène Shinaz. Ce film est inspiré de la nouvelle Une once d'abnégation, extraite du recueil L'épée de la Providence d'Andrzej Spakowski. L'histoire se déroule plusieurs années avant les événements de la série Netflix et peut donc être appréciée de manière totalement indépendante, à l'instar du film d'animation précédent The Witcher, le cauchemar du loup. Certaines voix familières de la série font leur retour pour ce film d'animation. Joe Batty et Anya Chalotra reprennent respectivement le rôle de Jacquier et Yennefer. En revanche, le rôle de Geralt n'a pas été confié à Henry Cavill ni à Liam Hemsworth, mais à Doug Cockle, le comédien qui prête sa voix au sorceleur dans les jeux vidéo The Witcher. La saison 4 de la série live-action est déjà terminée et sera diffusée cette année sur Netflix. De plus, une 5e et ultime saison a d'ores et déjà été confirmée pour la plateforme. En revanche, tous les spin-offs de l'univers ont été annulés, principalement en raison des audiences décevantes du préquel The Witcher, l'héritage du sang. Le film d'animation The Witcher, les sirènes des abysses, sera disponible en exclusivité sur Netflix à partir du 11 février prochain. Et je vais tout de suite laisser la parole à mon invité pour savoir ce qu'il en pense de ce projet The Witcher. Et j'ai hâte de vous entendre aussi sur ce projet, que ce soit en direct ou en replay, en commentaire sur YouTube. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à mon cher Mulder. Ben, moi au départ j'étais super confiant parce que je me disais bon bah c'est bon, Netflix a trouvé sa franchise, tout roule, et puis patatras, est venu le moment où tu as eu Henry Cavill qui a annoncé son départ en expliquant le pourquoi du comment, que bon bah les scénaristes on s'engage dans une direction qui ne lui plaît pas, trop qui n'est pas dans les clous du jeu vidéo et des romans que lui il adore. Patatras, parce que la saison 3, j'ai compris pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et je pense simplement que les fans ont compris ce qu'il voulait dire aussi, et du coup, en fait, ce qui explique les mauvaises audiences du préquel, je pense qu'il la suite vont aller dans la même direction, et puis, enfin, grosso modo, que Netflix n'a pas confié les rênes du projet aux bonnes personnes. Et ce qui fait que, moi, avant, j'étais attentif à ce qui se faisait autour de The Witcher, vu que normalement, je sais que le jeu vidéo, c'est un énorme truc. Je sais que les romans, ouais, c'est un énorme truc. Et donc, moi, j'attendais de voir la série pour voir un petit peu, pour constater par moi-même. Parce que mon truc, c'est série télé, hein, c'est pas les romans, c'est pas les jeux vidéo. Et quand je vois tout ça qui est en train de se présenter à l'heure qu'il y a déjà Henry Cavill qui a déjà révélé sa attention, qui a déjà révélé dans les coulisses, bon, bah, ça se passe pas comme, ça se passe pas comme vous les geeks, donc, moi, je préfère me barrer. Bah ouais, bah du coup j'ai plus confiance quoi, et donc ils peuvent annoncer n'importe quoi, on la regardera d'un œil discret, parce que le premier animé j'ai toujours pas regardé et je suis pas pressé de regarder. J'ai vu la préquelle, je comprends pourquoi est-ce que la préquelle s'est plantée, parce que moi-même en voyant la préquelle, je vais me chroniquer, il y avait rien d'intéressant quoi, tout simplement. J'ai pas compris où voulait en venir la préquelle. En quoi c'était une histoire qui se déroule avant, ouais, donc c'est pas parce que tu te fais une histoire qui se déroule avant que ça a forcément un rapport avec l'histoire du sorceleur.
Et bah, je comprends pourquoi. Pour moi, c'est mauvais signe. Pour moi, c'est mauvais signe. Et du coup, ce nouveau projet-là, bon bah, déjà que j'ai pas vu le premier animé, donc pour moi, ça me dit rien qui vaille. J'ai de gros doutes sur la fiabilité du projet. Je pense qu'en fait, Henry Cavill a rêvé trop de trucs qui fait qu'il a coupé le délire de beaucoup de fans. Tout simplement. Merci à toi, mon cher Mulder, pour ces mots. Et si vous êtes d'accord avec lui ou même pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on a vu donc voilà ce qu'il en pensait. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui aussi. Et je pense que vous aussi, du fait que voilà, malheureusement, bah, Henry Cavill a donné tellement aussi d'espoir dans une série qui avait l'air de plaire aux fans. Et tout d'un coup, bah, on sait ce qui s'est passé par la suite. Et bah, malheureusement, ça a coupé l'herbe sous le pied de plein de fans. David Lynch, le réalisateur légendaire derrière Mulholland Drive, Twin Peaks, Elephant Man, Une histoire vraie et Blue Velvet, et il y a d'autres bien évidemment, est décédé à l'âge de 78 ans. La triste nouvelle a été partagée par ses proches dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle. Je cite, « C'est avec une profonde tristesse que nous, sa famille, annonçons le décès de l'homme et de l'artiste David Lynch. » Ont-ils écrit. Aujourd'hui, aucun réalisateur ne parvient à capturer l'essence unique de David Lynch. Son premier long métrage, Eraserhead, un cauchemar en noir et blanc surprenant, est devenu un véritable classique du cinéma d'horreur. Ce film marquant attire l'attention de Mel Brooks, qui lui confie la réalisation de Elephant Man en 1981. Toujours en noir et blanc, cette adaptation de l'histoire de John Merrick reçoit 8 nominations aux Oscars et propulse la carrière de Lynch vers de nouveaux sommets. David Lynch laisse passer l'opportunité de réaliser le retour du Jedi pour se concentrer sur Dune, une autre œuvre de science-fiction qui, contrairement à l'engouement qui a suscité le troisième volet de Star Wars, n'obtient pas un tel succès. Puis vient Blue Velvet, dont l'extrême violence et les scènes de sexe divisent. Certains dénoncent l'excès, tandis que d'autres saluent déjà le génie du réalisateur. En 1990, Sailor et Lula décrochent la Palme d'Or du Festival de Cannes. Avec Twin Peaks, la série télévisée, Lynch devient un véritable phénomène de la culture populaire et la transposition cinématographique ne tarde pas à suivre. Après une pause de 5 ans, Lynch fait son grand retour avec Lost Highway avant de signer Une histoire vraie, un film qui reprend l'esprit humaniste d'Elephant Man. En 2001, Mulholland Drive plonge à nouveau dans l'étrange, offrant un regard glaçant sur les coulisses d'un Hollywood dérangeant. Cette œuvre lui vaut sa 3e nomination aux Oscars du meilleur réalisateur, bien qu'il n'ait pas réussi à décrocher la statuette. David Lynch se voit attribuer le prix de la mise en scène au Festival de Cannes pour ce film, distinction qu'il partage avec Joel Cohen pour The Barber, l'homme qui n'était pas là. Après plusieurs courts et moyens métrages, dont Rabbits en 2002, il réalise Inland Empire en 2006. Retrouvant à cette occasion sa muse, l'actrice Laura Dern. Ce sera son dernier film à sortir en salle. En 2017, il réalise 18 nouveaux épisodes de Twin Peaks, restant fidèle à l'atmosphère de la série originale, dont les 2 premiers épisodes sont présentés au Festival de Cannes. 3 ans plus tard, il est récompensé par un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. David Lynch n'a jamais cessé de tourner de courtes vidéos sur des sujets variés, qu'il s'agisse de documentaires ou de moments du quotidien, tout en poursuivant son retrait des plateaux pour se consacrer à sa passion qui est la peinture. En 2022, néanmoins, il fait une exception en incarnant un John Ford d'une étonnante authenticité dans The Fabelmans de Steven Spielberg, marquant ainsi sa dernière apparition au cinéma devant et derrière la caméra. N'hésitez pas à me dire quel est votre souvenir de David Lynch? « Et tout de suite, les mots de mon cher Mulder. »
Ah bah, la semaine dernière, le moment que l'on puisse dire, ou il y a 15 jours, une légende s'en est allée, un grand nom du cinéma s'en est allé. C'est quelqu'un qui a marqué le cinéma d'une pierre blanche, et je pèse mes mots quand je dis ça. Attends, on a affaire à quelqu'un que David Lynch, on regarde pas un film de David Lynch comme on regarde un film lambda. Il est l'exact opposé du tâcheron. C'est aussi c'est plus que du film d'auteur, quoi. Enfin, on dit qu'on dit film d'auteur, c'est galvaudé à ce niveau-là. C'est que lui, c'est du cinéma expérimental. C'est même plus du film d'auteur. C'est que le mec nous laisse entrevoir ce qu'il y a dans sa tête. Mais vraiment, c'est dans la forme la plus pure. Enfin, les films de David Lynch sont une pure rêverie. Il faut accepter ce qui se passe dans les films. C'est rare c'est ceux qui sont habitués à décortiquer les films, à désinguer les films parce que c'est incohérent, ça, il faut rapport. Avec Lynch, tu peux pas faire. Avec Lynch, on va être clair, tu peux pas faire. Parce que avec Lynch, tu dois accepter d'emblée que c'est une rêverie, que c'est un songe. Je me souviens que pour Last Highway notamment, si tu es là à chercher les incohérences, tu en trouveras 3 milliards parce que le film se veut une métaphore lui-même. On suit pas, c'est ce que je dis quand on suit pas un film David Lynch, quand on suit un film lambda, c'est que dans les interviews de David Lynch pendant la promo, les quelques clés de compréhension que David Lynch confiait, oui, bah elles sont pas expliquées dans le film. Parce que en son lot, le film, du coup je peux pas le dire parce que sinon je spoil. C'est que il y a c'est l'histoire d'un Last Highway, je crois que c'est l'histoire de deux types qui finissent dans la même cellule. Là, se barre d'une cellule et est remplacé par un autre. Bill Pullman, donc le président des États-Unis indépendants, Bill Pullman. Donc le mec qui fait président des États-Unis dans l'indépendance, il finit chez Lynch. Pour donner un petit peu l'idée de l'hétéroclité de la carrière de l'acteur. Et en fait, il explique pas ce qui se passe durant tout le film. Pourquoi est-ce que le mec change de tronche en étant dans la cellule? Il n'explique pas. Il a fallu que j'aille chercher une interview de lui où c'était devenu limpide. Mais c'est pour n'importe qui, on dirait que c'est une erreur, c'est une incohérence. Or, chez Lynch, vu l'ambiance, vu le direction d'acteur, vu l'atmosphère du film, t'acceptes d'emblée ça. T'acceptes d'emblée, oui, bah il y a un problème, c'est plus la même personne. T'acceptes d'emblée ça. C'est symptomatique de David Lynch. Dans Twin Peaks, c'était pareil. Il y a une ambiance particulière parce que le mec ne fait pas des films, il fait du David Lynch. C'est que quand on dit maintenant un film un petit peu surréaliste, tarabiscoté ou je sais pas quoi, un petit peu de rêverie, que c'est un film lynchien, dans le sens où dur à comprendre, hermétique, bah oui, bah ça vient de David Lynch lui-même. Il a imposé une façon de faire des films. Donc quand on dit que c'est un film que c'est lynchien, faut comprendre, c'est hermétique, c'est dur à comprendre, c'est pas fait pour tout le monde. Bah, ça vient de lui, quoi. Et c'est rare les cinéastes qui arrivent à proposer un monde à travers ses films. Il le fait dans Twin Peaks, il le fait dans Lost Highway, dans Sierra Leone, il le fait dans Eraserhead, il le fait dans Mulholland Drive, il le fait dans Island Empire. Sans lui, il n'y aurait pas eu une génération entière. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Lilarco, par exemple. Sans lui, il n'y aurait pas eu X-Files. X-Files, beaucoup à Twin Peaks, ne serait-ce que pour l'acteur principal, David Duchovny a été révélé par Twin Peaks. Il n'y aurait pas eu Karl Mark Lachlan, qui est l'agent Dale Cooper à jamais. C'est lui l'agent du FBI qui débarque à Twin Peaks pour résoudre l'affaire qui a tué Laura Palmer. C'est lui, c'est Karl Mark Lachlan que tu vois maintenant dans Desperate Housewives, qui a joué un petit rôle dans Agent of Shield. Il joue Calvin, qui a joué dans mais non, pour Karl Mark Lachlan qui joue dans Dune, par exemple. Bah, il y a Miguel Ferrer a joué dans Twin Peaks. Miguel Ferrer, maintenant il est connu, enfin RIP Miguel Ferrer, parce que depuis il est mort, il joue dans Robocop, c'est lui qui est le concepteur de Robocop. Voilà. Donc David Lynch, sans lui, il n'y aurait pas eu pas mal d'acteurs qu'on connaît maintenant. Il a mis plein d'acteurs ou d'actrices en lumière, quoi. Voilà. Parce que
aussi bien au début de sa carrière, je pense à Karl McLachlan, que maintenant où tout le monde se bat pour, je crois que vers la fin, disons que vers la fin, à partir de Mulholland Drive, les gens venaient pas pour, comment dire, pour mettre en lumière parce que les films ne marchaient pas, mais pour faire l'expérience d'un film de David Lynch. Faut bien comprendre ça. C'est comme Terrence Malick à un moment donné. Il fait partie des grands noms en fait. Tu y vas pas. Non, non. Darren Aronofsky c'est pareil. Quand un acteur va chez David Lynch, va chez un auteur, il est conscient que le film ne marchera pas au box-office. Il y va juste pour avoir l'expérience de tourner avec un mec comme ça, avec une réputation comme ça. Ça fait, parce qu'il sait très bien que, oui, ça marchera pas. Il aura du mal à toucher un grand public, mais un public cinéphile, un public de niche, oui, il se fera remarquer de là. C'est une question de crédibilité dans son boulot. Et vers la fin, il y a des... alors, je crois que vers la fin, vers Mulholland Drive, il y avait... Alors, soit d'une part, c'est les mecs qui tournent toujours avec lui, parce que ce mec, il est habitué à avoir toujours le même groupe. Et aussi, il y a peut-être... maintenant, tu trouves ça, cette logique-là, avec Nolan, où il y a plusieurs fois... Où il y a des acteurs qui enchaînent les films avec lui, parce qu'ils aiment bien tourner avec lui, et des petits nouveaux, genre Tom Holland, quand tu vas parler de John Bordel, parce que les mecs, ils sont conscients de tourner avec un vrai réal qui a des attentes, maintenant qui est oscarisé en plus, mais qui a des attentes qui a des exigences dans son boulot, donc qui a une réputation dans sa profession, donc ils savent très bien que tourner avec lui, ça leur permet d'avoir une crédibilité en tant qu'acteur. David Lynch, c'est pareil. Mais c'est un des mecs, David Lynch, qui remet en question tes attentes par rapport au cinéma. Là, c'est peut-être un petit peu tarabiscoté ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes un film, tu essayes de comprendre les tenants et aboutissants, tu essayes d'accrocher au personnage et tout. Chez David Lynch, c'est que quand tu regardes un film de David Lynch, tu te demandes en fait, ça va au-delà en fait. Ça va au-delà de l'histoire. C'est que ça remet en question tes attentes. Est-ce que le film, par exemple, dans Blue Velvet, ça tourne autour d'une enquête. Mais l'ambiance est tellement bizarre, parce que je crois qu'à un moment donné, le Karl McLachlan qui joue donc le personnage principal, il va dans une boîte de nuit, et l'ambiance est tellement bizarre que tu t'en fous l'enquête finalement, quoi. C'est le côté, il découvre le monde de la nuit, t'es imprégné dedans. Le film entier, David Lynch, là je parle du cinéma de David Lynch entièrement, c'est un cinéma qui remet en question sans cesse les attentes en tant que spectateur quand tu regardes un film. Tu dois laisser, c'est ma vision par rapport à le cinéma de David Lynch, tu dois laisser le cinéaste te parler à travers l'écran. C'est une grande leçon que beaucoup de cinéphiles devraient apprendre. Ne pas juger, parce que si le film n'arrive pas à le toucher, c'est qu'il y a un problème. Avec David Lynch, toi, en tant que spectateur, tu dois te laisser bercer par le film. Un petit discours des obsessions à faire. Ça doit de chercher, en fait, qu'est-ce qu'il veut raconter. Ça doit de te faire l'effort d'essayer de comprendre ce que le mec a à te raconter. Le mec a des obsessions, il te les confie. Donc à toi de faire l'effort d'eux. Mais c'est pas donné à tout. Je peux concevoir que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas un cinéma, c'est pas un cinéaste qui est grand public. Ça, je veux bien le concevoir. Ok, parfait. En tout cas, alors merci en tout cas pour ces mots pour David Lynch. Toutes mes condoléances à sa famille. Et c'est vrai que voilà, en tout cas ça a touché notre cher Mulder. Qui appréciait beaucoup cette personne. En tout cas que réalisateur, vous avez entendu ce qu'il en pensait. N'hésitez pas à me dire ce que vous également vous en pensez de cet homme-là. Vous dire ce que, vos souvenirs à vous de David Lynch, vos meilleurs souvenirs de films, etc. ou même séries. N'hésitez pas. Dans tous les cas, toutes mes condoléances à sa famille. Le film 2012 de Roland Emmerich, centré sur la lutte pour la survie d'un groupe d'individus après un cataclysme planétaire, est un véritable spectacle à grand déploiement qui épate par ses effets visuels.
Il a connu un immense succès au box-office, rapportant près de 800 millions de dollars à l'échelle mondiale. Cependant, malgré sa popularité, il n'a pas fait l'unanimité auprès de tous les spectateurs. La NASA, de son côté, considère 2012 comme l'un des films les plus absurdes qui soit. En ce qui concerne la Corée du Nord, le film a tout simplement été retiré de l'affiche et ce, pour une raison qui risque de surprendre bien des spectateurs. Le film, inspiré d'une prophétie popularisée par le mayanisme qui prédisait la fin du monde en 2012, a été interdit en Corée du Nord. Alors, sous le régime de Kim Jong-il, cette interdiction est liée au fait que l'année 2012 revêt une importance particulière pour le pays. Elle marquait en effet le centenaire de la naissance de Kim Il-sung, le fondateur de la nation et grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. D'après The Telegraph, Kim Jong-il avait proclamé 2012 comme l'année durant laquelle la Corée du Nord ouvrirait les grandes portes et deviendrait une superpuissance. Dans cette optique, il était impensable que l'on diffuse un film véhiculant une vision négative de cette époque. Le long métrage avec John Cusack, jugé offensant par le gouvernement, a donc été catégoriquement interdit de diffusion en Corée du Nord. Quiconque aurait eu la malchance de posséder une copie du film en Corée du Nord risquait de graves conséquences. Selon Time, toute personne retrouvée en possession du film aurait été accusée de provocation sérieuse contre le développement de l'État, avec une peine potentielle allant jusqu'à 5 ans de prison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news. Tout de suite, la parole à mon cher invité. On va voir ce qu'il en pense là du fait que justement la Corée du Nord aurait pu avoir ce genre de sanctions. À toi. Ouais, ça me paraît crédible. Je sais qu'en Corée du Nord aussi, il y a les films de science-fiction fantastique parlant de voyage dans le temps n'ont pas le droit de... Je confonds peut-être avec la Chine. Mais dans ces pays asiatiques, ouais, il y a souvent des motivations, des justifications assez bizarres, enfin, qui nous paraissent bizarroïdes à nous, mais qui sont totalement cohérents par rapport à leur façon de penser à eux. Je sais que Avengers Endgame a eu des problèmes, ils ont dû, enfin, je sais que pour Avengers Endgame, alors nous on voit ça comme du, ouais bon, ils voyagent dans le temps, alors que pour Avengers Endgame, on a eu des explications dans le genre, non, c'est pas du voyage dans le temps, c'est du multivers, timeline parallèle. Là, quand tu vois le film, bah oui, bah c'est du voyage dans le temps, quoi. C'est parce que ça, en fait, ces raisons-là, c'est parce qu'en fait, pour être diffusé sur ma chaîne asiatique, c'est parce qu'en fait, les films qui voyagent dans le temps n'ont pas le droit d'être projetés. Donc, ils ont dû inventer des trucs pour ça. Donc, ça paraît, pour 2012, ça me paraît crédible. Mais c'est vrai que ça me paraît vraiment, on voit la susceptibilité du gouvernement, mais comme pour Avengers Endgame, quoi. Enfin, ils sont très susceptibles. Mais si juste une fiction les dérange, ouais, ça voir à quel point les mecs sont ont une grosse série, quoi. C'est qu'il en faudrait pas très peu pour tomber. Mais c'est que pour 2012, alors moi pour moi c'est une popcorn movie, hein, le film. Pour 2012, la série, je savais même pas qu'elle existait. Je croyais qu'elle avait été encore dans l'œuf. Le film? Le film, moi popcorn movie, mais la série, je croyais que c'était une série. Il y a eu un projet de série, ouais. Ah bah qu'il y a eu un projet fait, alors. D'accord, oui. Ok. Non, alors en tout cas. Je t'apprends un truc, là, c'est ça. Pardon? Je t'apprends un truc, c'est ça? Oui, absolument. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai vu que le film. Qui, pour moi, je me souviens quand je l'ai vu au cinéma, j'étais quand même un peu choqué. En même temps, on parlait déjà de fin du monde, avec aussi la fameuse grosse comète qui a failli toucher la Terre, qui aurait pu être fatale pour nous. Enfin voilà, quand on parlait de ça, puis moi je me souviens que j'étais encore jeune, j'étais juste avant l'apprentissage, et puis on était plusieurs même dans la classe à se dire, mais finalement, quand on nous parle de notre avenir, est-ce qu'on aura finalement un avenir avec tout ce qui risque de se produire, etc. Donc on avait une certaine crainte, même je dirais, une certaine peur. C'est vrai que quand il y a eu cette apparition du film 2012, on se posait tellement de questions. Et c'est vrai que quand finalement cette fin du monde n'a pas eu lieu, mais on sait qu'elle aura lieu dans 60 millions d'années, voire même plus,
puisque actuellement, ben, comme vous le savez aussi, je pense, le Soleil est à la moitié de sa vie, donc quand elle va exploser, ben, la galaxie explosera en même temps. Donc voilà, mais nous ne serons plus là pour voir ça, bien évidemment. Et c'est vrai que quand nous avons appris que finalement cet événement ne se fera pas justement vers les années 2010, ben, c'était un sacré soulagement. Donc voilà, mon cher Mulder, par rapport à ce que moi donc j'avais vécu. Est-ce que tu te souviens par hasard, il y avait une affaire comme ça, donc t'as 2012, t'as le réveillon et tout, tu te souviens pas qu'il y avait eu une comète en fait en mi-janvier, mais genre quelques semaines après après le réveillon, qu'on a vu un bolide en fait, météorite qui, euh, comment dire, qui traverse en fait le ciel de Russie. Genre que c'est, c'est genre on se remet à peine du réveillon et puis quelques jours plus tard t'as ça qui débarque aussi quoi. Je crois que c'était justement, bah, c'est comme je l'avais dit là, l'espèce de Ouais. grosse comète Ouais. qui d'ailleurs aurait pu toucher la Terre et aurait pu nous être fatale. D'accord, ok. Non, parce qu'en fait, moi, ma première pensée c'était si ça avait eu lieu, enfin, si cette comète-là serait passée, mais genre aux alentours, c'est la semaine fin décembre. Ça, par contre, il y aurait eu le crise cardiaque des suicides en fait en pas longtemps. Ouais, justement. Et donc c'est pour ça que le film aussi a fonctionné parce que même si les gens ils disent ouais, mais voilà, en fait, sur le moment, je pense que finalement, bah, je connais certains qui critiquent un peu mal, mais le film, mais quand il raconte le fait de fin du monde et compagnie, ben ça voit, on voit que finalement ils ont été touchés par le film. En fait, ça a pu, comment dire, il y a eu des gens qui ont pu avoir énormément de craintes, comme d'autres en se disant ben non, il y aura pas de fin du monde. Tu sais, c'est un peu comme on voit ce qu'il y a eu comme avec le Covid où des gens disaient que la maladie n'existait pas et puis voilà. Enfin, il y a toujours des fois, enfin, ce genre de personnes qui viennent aussi, bah, des haters et compagnie. Donc, mais après, quand il y a ce genre d'événement, et puis comme tu l'as précisé, puis justement cette espèce de comète qui a failli nous être fatale, et ben ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est réel. Et ça veut dire que même si ça avait été arrivé, bah là, on ne serait même pas en 2024, 2025. C'est pour dire, hein. Donc, donc je sais pas ce que t'en penses, mon cher Mulder, mais c'est vrai que euh, ouais, je sais plus quoi dire. Bah, c'est que, enfin, l'air de rien, j'ai l'impression que la catégorie de population, je sais pas comment les décrire, qui a le mieux géré ces nouvelles terrifiantes, ce sont les geeks. Hein. Enfin, c'est les fans de science-fiction, c'est les mecs qui sont déjà préparés mentalement à ce qui est d'autres trucs, quoi. Enfin, par exemple, pour le Covid, j'ai l'impression que c'est les mecs sur Twitch qui ont mieux géré. Enfin, grosso modo, ils sont restés vachement. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est un petit peu ça. C'est que ceux qui étaient attachés aux univers fantastiques, ben, baladant dans les comic shops et tout, bah, pas dans les comic shops parce que c'était fermé, mais les personnes que je côtoyais dans les comic shops, bah, sur Facebook et tout, là, j'ai l'impression qu'ils réagissaient bien. Enfin, c'est les personnes qui sont habituées à vivre dans des univers imaginaires où t'as souvent des menaces, parce que dans les JDR, t'as souvent ça, t'as souvent là, à nouveau, enfin, c'est les figurants à nouveau envahisseurs qui débarquent et du jour au lendemain ça change. Et ben, du jour au lendemain c'est la contrée change, enfin change la loi, change de loi. Enfin, tu sens qu'il y a un nouveau, qu'il y a une nouvelle ère en fait du jour au lendemain qui s'ouvre. Bah, c'est ces gens-là en fait qui se sont le mieux adaptés, alors que ce sont les personnes qui se font souvent moquer parce que ils sont loin du monde du travail, parce qu'ils sont loin des réalités de la vie, ils sont loin de la politique, encore que parce que souvent je vois que t'as pas mal de geeks, enfin
on va pas rentrer dans les trucs de politique, mais notamment les youtubeurs qui finalement se sont révélés en tant que finalement dans le privé ils sont militants aussi comme toi et moi je suppose, et du coup t'as certains mots connotés qui reviennent régulièrement. Enfin, je pense à Yatitobi par exemple, je vois maintenant dans quel bar il On ne penche. cite pas de nom, je précise. Oui, pardon. Voilà, c'est simplement pour te dire que c'était simplement pour rendre hommage aux personnes dont on se moque régulièrement et qui ont eu des meilleures réactions que la plupart des gens en fait, qui ont paniqué parce que il y a eu un événement extraordinaire et ils sont tellement habitués à leur routine qu'ils n'ont pas su s'adapter. C'était ça que je voulais rendre hommage. Ça s'arrête là. Il n'y a plus de. Il ne voulait pas dénigrer quoi que ce soit. Très bien. Merci à toi pour ces mots-là. Et voilà, si vous n'avez pas vu par exemple le film 2012, eh bien je vous le conseille. Je vous conseille parce que voilà, ça peut peut-être vous prendre aux tripes. N'hésitez pas en tout cas. Colman Domingo, que vous connaissez sûrement dans Rustin, Fear the Walking Dead, Euphoria, fait officiellement partie du casting de The Running Man, le remake tant attendu du roman dystopique à suspense de Stephen King, publié en 1982. L'adaptation cinématographique sera dirigée par Edgar Wright, comme l'a rapporté Coming Soon. Colman Domingo incarnera Bobby Thompson, l'animateur du jeu éponyme dans ce remake. Ce rôle marque son grand retour au cinéma après plus d'un an passé sur les projets acclamés Rustin et La couleur pourpre. Il sera également prochainement à l'affiche de The Electric State, un film de science-fiction sur Netflix où il partagera l'écran avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Par ailleurs, Domingo retrouvera son rôle dans la 3e saison tant attendue de Euphoria sur HBO. Il fera équipe avec Glenn Powell, la star de Top Gun Maverick, Tout sauf toi et Twisters, qui tiendra le rôle principal d'un participant à un programme de survie mis en place par le gouvernement. Le casting du film comprend également Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, Katy O'Brien, Karl Glusman, Daniel Ezra, James Lawson, Emilia Jones, William H. Macy et bien d'autres talents. Voici le synopsis. L'histoire se concentre sur un homme désespéré qui a besoin d'argent pour sa fille malade et qui rejoint l'émission la plus populaire de Running Man dans laquelle des équipes de tueurs traquent les candidats. Peut-on lire dans le synopsis, plus un candidat survit, plus il gagne d'argent, mais comme les producteurs et les tueurs du jeu télévisé le découvriront, cet homme désespéré va enfreindre toutes les règles et révéler les sombres secrets de l'émission. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de The Running Man, le remake. Êtes-vous content? Êtes-vous un peu dubitatif? Êtes-vous très curieux? En tout cas, la parole est à mon invité. L'air de rien, je suis vraiment très curieux. C'est savoir la direction qu'ils vont prendre. Parce qu'il faut savoir que The Running Man, donc film, je veux dire culte avec Schwarzenegger, parce qu'il faut savoir que ce film-là, c'est vraiment les Schwarzenegger de la grande époque. C'est que c'était l'époque où Schwarzenegger, il sortait son film. Et ça cartonnait à tous les coups. C'était vraiment l'année 80, début 80, c'était des Terminator, Double Détente, Running Man, des Predators, ça, chaque année, t'avais un truc. Et chaque année, c'est bon box office. Running Man, alors d'abord, c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Et, alors, je crois que pour l'anecdote, en fait, le Running Man de base, en fait, Stephen King l'a écrit sous pseudo. Et il a vendu les droits à un producteur qui ne savait pas que c'était Stephen King. Et quand le pseudo s'est fait débunker, en grosso modo, quand un journaliste a révélé que derrière Richard Bachman, qui est le pseudo de Stephen King, que derrière Richard Bachman se cachait Stephen King,
Le producteur, il a vu le film, il a compris que putain, il a lâché pour boucher le pain. Putain, merde, j'ai un peu dans cette société à moi. D'abord, il y a ça. Ensuite, c'est le film est une trahison par rapport à ça. Faut savoir, parce que le film en England, ça parle d'un mec qui est tellement une sorte de prison. Il y a un mec qui a passé X années en prison, qui a réussi à s'évader et il a eu tellement grandeur en fait qu'il a réussi à s'adapter et il est embrigadé dans. Il est embrigadé, ça se dit, je crois, dans le côté Running Man qui fonctionne un petit peu sur la mode Squid Game maintenant. C'est un jeu où on laisse les repris de justice en liberté courir vraiment et faire la course quoi, dans un certain décor en mettant là pour ensuite des chasseurs. Et le jeu à la télé-réalité, c'est années 80. Il faut bien prendre conscience que je parle d'un truc qui est passé dans les années 80. On est vraiment 30 ans avant la réelle télé-réalité que l'on côtoie maintenant. C'est pour te dire à quel point ce truc était avant-gardiste. Parce que le jeu Shooter Running Man, c'est les gens qui regardent l'émission, parce qu'on voit en fait le public qui regarde des années 2000 qui regarde l'émission, mais via les écrans géants, Times Square et compagnie. Et donc on voit la foule en arrière qui vibre à la chasse du chasseur, qui est donc le héros. En fait, ça marche un petit peu dans le livre du match, les chasseurs sont héroïsés parce qu'ils traquent le repris de justice, qui est censé donc crever sous ses lames, quoi. Le Running Man, et Running Man, on voit donc Schwarzenegger être le fugitif, le mec qui va échapper aux sbires de l'émission. Et le film, le problème c'est que le film c'est à la gloire de Schwarzenegger, mais le problème c'est que la nouvelle de Stephen King, c'était simplement un mec qui c'est dans la même logique que Squid Game. C'est un mec lambda qui pour gagner une cagnotte, pour essayer d'avoir assez d'argent pour survivre, s'inscrit dans le jeu de Running Man. Et donc il y a le suspense qui est de est-ce que le mec va pouvoir réussir à survivre durant une mission, étant donné que le mec a un physique de Kidam. Il a un physique normal. Et donc le reboot remake comme tu veux de Running Man est intéressant en sens où mais quelle direction ils vont prendre. Là, vu le physique de Glenn Powell, vu le physique en fait du casting, je crois qu'ils vont aller plus vers l'adaptation de la nouvelle de Stephen King. C'est-à-dire dans le show télé. Ils vont pas du tout aller parce que les gros bras ça fonctionne plus en fait sinon ils vont pas du tout aller vers le gros bras grand gueule qui se fait avec tout le monde et qui est embrigadé dedans. Je pense pas qu'ils vont le faire. Mais en faisant ça, ils vont se mettre à dos tous les fans de Chorzy. C'est ça mon souci. Je pense que cette nouvelle version-là est en train de connaître, parce que je pense que les éditeurs s'en donnent déjà à cœur joie. Il est en train de connaître en fait le même phénomène qui s'est passé avec le reboot de Robocop. Je sais pas si tu te rappelles, mais le réal de Robocop avait pris la décision de le concept du film est très proche, mais mais au final, la réflexion en fait des thématiques qu'il va traiter l'éloigne. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est qu'en grosso modo, dans Robocop, c'est bien un flic qui est transféré dans le corps d'un robot machine. Ouais. Mais finalement, le film se faisait plus Astro Boy, fait plus inspiration manga que réel remake. Et là, pour Running Man, je pense que ça va être pareil. Normalement, si on suit la logique des écrits de Stephen King, il devrait être plus proche de la sensibilité de The Squid Game plutôt que des films gros bras qu'on se tapait à l'époque années 80, parce qu'à l'époque années 80, ça avait quand même du Schwarzenegger, ok, tu avais aussi du Rocky, Rambo et compagnie. Et donc, c'est un gros bras qui va réussir à se sortir de n'importe quelle situation en se servant de ses points. C'était typique années 80, c'était faisable. Et donc, toi, t'es curieux pour ce remake?
Ouais, parce que il me semble que j'ai lu les écrits, les nouvelles de Stephen King qui est vachement intéressante, hein. Parce que là, on te dépeint une société, parce que la nouvelle est très courte, ok, mais la nouvelle est intéressante parce que là, on prend du temps pour te décrire la société, on te prend du temps pour te décrire en fait la décadence, la déliquescence que le héros voit de ses yeux, en fait, parce que quand le mec est un kidam, en fait, il assiste vraiment, il est impuissant à voir les réactions du public. Et puis, lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est trouver un moyen de s'en sortir, c'est tout. Il n'y a pas un truc de genre, je veux en montrer, parce que dans le film de Charles de Gaulle, il y a des questions il tombe sur une résistance qui réussit à foutre en l'air la mission entière. Non, dans la nouvelle, il n'y a pas ça. Dans la nouvelle, le suspense, c'est comment le mec qui a un physique normal, qui monsieur tout le monde, réussit à se sortir de la situation. Réussit à gagner le jeu comme tu veux. Et j'espère que le film, cette nouvelle version, a le potentiel pour. Mais si en faisant ça, je suis sûr qu'ils vont se taper les haters fans de Shorzy. Parce que c'est pas du tout dans la même sensibilité que Shorzy. C'est ça le problème. Ouais, je vois très bien. En tout cas, merci pour ces mots concernant Rolling Man. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle version. J'ai hâte de vous entendre. Florence Pugh. En décembre dernier, Michael Gracie, le réalisateur de The Greatest Showman et Better Man, actuellement en salle, a été annoncé à la tête de l'adaptation live-action du film d'animation Disney. Réponse. Ce film, prise de vue réelle, en développement depuis 2023, vient de s'ajouter à la longue série de remakes des classiques de Disney. Il devrait être lancé après Blanche-Neige pour le 19 mars 2025, prévu pour le 19 mars 2025, Lilo et Stitch le 21 mai 2025 et Vaiana dont la sortie est annoncée pour le juillet 2026. Florence Pugh, dont le nom avait déjà circulé en 2023, reste toujours dans la course pour incarner la princesse à la chevelure dorée. Actuellement à l'affiche de l'amour au présent aux côtés d'Andrew Garfield, la comédienne de 29 ans entretient déjà une relation étroite avec Disney grâce à son rôle de Yelena Belova dans le MCU, notamment dans Black Widow et le futur Thunderbolts. Outre son physique idéal pour le rôle de Réponse, la comédienne qui a été nominée aux Oscars en 2020 pour son rôle dans Les Filles du Dr March possède aussi les talents vocaux nécessaires pour interpréter les chansons du film elle-même. Florence Pugh s'est d'ailleurs fait remarquer grâce à ses reprises musicales sous le nom de Flossie Rose. Cependant, il convient de noter que Disney n'a pas encore confirmé cette information. Sorti en 2010, Réponse a généré 591 millions de dollars de recettes mondiales et a attiré plus de 4 millions de spectateurs en France. Le film d'animation réalisé par Byron Howard et Nathan Greno offrirait une version contemporaine du conte des frères Grimm, mettant en scène une princesse aux cheveux magiques qui s'échappe de sa tour pour explorer le monde. Réponse entame alors une aventure palpitante aux côtés de Flynn Rider, un séduisant hors la loi. Bien qu'aucun acteur n'ait encore été confirmé pour le rôle de Flynn, Zachary Levi, qui a prêté sa voix au personnage dans le film d'animation original, a exprimé en août dernier son souhait de voir Timothée Chalamet incarner le compagnon de Réponse. Un choix qui permettrait aux deux acteurs de se retrouver à l'écran après leur collaboration dans Les Filles du Dr Match et Dune 2. Qu'est-ce que vous pensez de ceci ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout de suite, mon cher Mulder. D'abord, pour le coup, j'ai pas vu du tout les animés. Je crois que ça vient à un moment où j'ai totalement décroché des trucs Disney. Enfin, il me semble que pour être Disney, oui, j'ai largement décroché. Je regardais maintenant que les Pixar. Et encore les Pixar, je crois que j'avais décroché après le Monde de Nemo. Alors que le Monde de Nemo était bien. Hein. Simplement que je me suis laissé empoisonner par les haters en fait, à partir du moment où Pixar a été racheté totalement par Disney, alors qu'avant c'était un partenariat, je me suis laissé avoir par les haters, et du coup j'ai totalement décroché de Pixar. Et du coup totalement de Disney et tout quoi. Il a fallu que Marvel débarque pour me remettre dans le bas. Donc du coup pour réponse, je crois que j'en ai vaguement entendu parler. Je crois que Réponse, le personnage est dans What's Upon a Time, c'est là où j'ai appris un petit peu plus sur la légende, que ce soit en live action, ouais, pourquoi pas.
Enfin, pour moi, ça fera une nouvelle fois un halo sur réponse, quoi. Bah, je sais pas, toi, pour toi, réponse, c'est quoi? C'est culte? Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas te le dire. Parce que pour moi, c'est juste une énième histoire de princesse, quoi, remaniée par Disney. Pour moi, c'est juste ça. C'est pour ça qu'on la voit dans Once Upon a Time. Et je crois que dans Camelot, on en fait une ou deux fois référence. Je n'ai pas de souvenir de ça, mais je ne pourrais pas dire dans les détails. D'accord, très bien. Merci pour ces mots, mon cher Mulder. Et passons à la suite. La saga Ocean's 11, l'une des franchises les plus emblématiques et rentables des années 2000, a accumulé plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial avec seulement 3 films. Un 4e film est actuellement en préparation et c'est le réalisateur David Leitch à qui l'on doit le premier John Wick qui devrait prendre les rênes de ce nouvel opus. D'après les informations, The Hollywood Reporter, George Clooney et Brad Pitt, les stars des premiers volets, devraient reprendre leurs rôles respectifs près de 18 ans après le dernier film de la saga. Matt Damon et Casey Affleck, quant à eux, pourraient également être de retour. En 2018, Warner Bros. Lançait un spin-off intitulé Ocean 8, mettant en avant un casting 100% féminin. Dans ce film, Sandra Bullock incarnait Debbie Ocean, la sœur du personnage de George Clooney, bien que ce dernier n'apparaisse pas à l'écran. Depuis quelques années, le même studio cherche à redynamiser la franchise avec un préquel, se déroulant dans les années 60 en Europe, mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling. Le projet est actuellement en cours de développement. Ocean 14 sera le premier film de la saga avec George Clooney et Brad Pitt à ne pas être dirigé par Steven Soderbergh, le réalisateur des 3 premiers volets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, voilà, c'est dit. Donc, ce sera Ocean 14 et pas comme j'avais entendu par le passé Ocean 9 suivi de Ocean 10. Sachant que justement le spin-off totalement féminin n'avait pas forcément fonctionné. Et donc là, on revient quand même à la base. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec cette suite de cette trilogie. Et tout de suite, mon cher Mulder, qu'en penses-tu de cette nouvelle ? Oui, parce qu'en fait, quand on dit Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, c'est juste en VF, c'est quand on traduit bien, c'est juste les 11 de Ocean. C'est les 11 de Danny Ocean. C'est le groupe de Danny qui est composé de 11 personnes. Ça fait référence à ça. Et à chaque film, il y avait un mec qui était rajouté au groupe. Ça fait référence à ça. Les 8 de Ocean par rapport au film de Sandra, ça fait référence au fait qu'il y a 8 personnes dans le groupe de Ocean. Les Ocean faisant référence non pas à Danny Ocean, mais à la sœur au personnage de Sandra. C'est juste ça. C'est juste ça. Et ensuite, alors moi, la trilogie des Ocean, ouais, pour moi, le premier très marquant parce que je l'ai vu au ciné. Après le Ocean 12, ouais, je crois que j'ai vu à partir de là, je les ai vus tous vus, mais genre en streaming ou je sais pas quoi. C'est pas une trilogie marquante à mes yeux, c'est juste des films casse avec des acteurs qui se la pètent. Mais c'est pas mal, hein. Je veux dire, c'est vraiment un film à fond sur les acteurs. Il faut y aller en tout tranquillou, me pépère. Il y a deux, trois ficelles scénaristiques qui peuvent poser problème parce que aux cinéphiles qui s'attendent à des scénarios qui encore un genre impeccable, sans fioriture, il y a des trucs qui peuvent poser problème. Je pense par exemple à des astuces scénaristiques dans genre Bruce Willis ou Julia Roberts, je crois. Je ne dis pas lesquels pour éviter de spoiler,
Mais sinon, la trilogie, ouais, elle se laisse voir, c'est sympathique. Donc, qu'il y ait un nouveau Hachette, pour moi, c'est plus révélateur du fait que tous les studios, en fait, sont en train de chercher qu'est-ce qui peut marcher. Vraiment. Et le studio se rend compte là maintenant, le studio qui va lancer ce Hachette, ils se rendent compte maintenant que il faut quand même de l'argent dans les caisses, sinon on peut pas produire de film. On peut pas si on n'investit pas sur une nouvelle aventure, on ne peut pas financer d'autres films après. Pas possible. Et je tiens à signaler quand même que là au Razzie Award, t'as quand même 2-3 films qui étaient genre valeur sûre et qui vont se taper la honte l'an prochain. On n'en parle pas, mais donc là, pour moi c'est super grave le fait qu'il y a un film d'auteur vraiment, genre le Coppola de Razzie Award. Pour moi c'est super inquiétant. Alors que les Oscars, il n'y a pas un seul film qui soit d'un grand nom, d'un grand régal. Ça va inquiéter tout le monde, ça. Il n'y a pas un Ridley Scott, il n'y a pas un Scorsese, il n'y a rien. C'est tout ce que des nouveaux venus, que les petites prods. Ça devrait inquiéter tout le monde, ça. Et là, pour moi, je mets ça en rapport avec le nouvel Ocean. Ouais, ça prouve seulement que les studios ont besoin de valeur sûre pour relancer. Et là, souvent, le seul truc qui fasse venir un petit peu les gens au cinéma, c'est ce qui te laisse du côté nostalgie qui revient. C'est les visages connus, les valeurs sûres. C'est quelque chose en fait. Donc, ils appréhendent en fait de passer à bon moment. C'est le seul truc en fait que les gens attendent, c'est de passer à bon moment. Ils veulent se changer les idées, faut pas chercher à cogiter quoi que ce soit. Le monde est trop dur en ce moment. Faut voir le film, faut voir le cinéma en général comme une détente. Je pense que c'est pour ça que le Mad Max Fury Road s'est planté. C'est juste pour ça. Il n'était pas en adéquation avec les attentes du public actuel. C'est pour ça que Wolverine et Deadpool a tant cartonné. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Donc pour moi, le prochain Ocean, je vais attendre en tant que bon moment, en tant que potentiel popcorn movie, c'est tout. Mes attentes sont là. Très bien, merci à toi mon cher Mulder, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également de Ocean. Et tout de suite, passons à la nouvelle suivante. Après donc son passage dans le Marvel Cinematic Universe, Jon Bernthal s'apprête à rejoindre l'univers de Christopher Nolan. En effet, des acteurs comme Tom Holland, Zendaya et même Charlize Theron, qui n'est certes pas réapparu depuis la scène post-générique de Doctor Strange 2, vont participer à The Odyssey, l'adaptation du célèbre poème épique d'Homère par le réalisateur oscarisé d'Oppenheimer. Et Bernthal, le Punisher du MCU, sera également de la partie dans ce projet très attendu, prévu pour une sortie en salle le 15 juillet 2026. Bien que le rôle de Jon Bernthal, connu pour ses apparitions dans Le Loup de Wall Street, Sicario, Baby Driver ou encore La Nuit au Musée 2, aux côtés d'Alain Chabat, devenu son ami, n'ait pas encore été révélé par Deadline, le site à l'origine de la formation. La majeure partie de la distribution est déjà connue. Parmi les autres acteurs confirmés figurent Lupita Nyong'o, Anna Thaoué et Robert Pattinson. Bien que beaucoup imaginent Tom Holland dans le rôle de Télémaque, le fils d'Ulysse, il semblait à un moment que Matt Damon, initialement pressenti en tête d'affiche, incarnerait ce personnage. Cependant, des rumeurs circulent aujourd'hui suggérant que ce serait en réalité la star de Spider-Man et Uncharted, Tom Holland, qui tiendrait le rôle principal du film. Centré sur le périple d'Ulysse lors de son retour vers Ithaque après la guerre de Troie. Cela soulève quelques interrogations, étant donné que l'acteur britannique, âgé de 28 ans, semble trop jeune pour incarner un personnage ayant participé à une guerre de 10 ans, tandis que son fils adolescent doit défendre sa mère, Pénélope, contre les prétendants. Étant donné la place de la subjectivité dans l'approche cinématographique de Christopher Nolan, il est possible que The Odyssey adopte le point de vue de Télémaque. Cependant, cette idée soulève d'autres questions, puisque le jeune homme n'accompagne pas son père lors de ses rencontres avec les sirènes ou le cyclope Polyphème. Comme à son habitude, Nolan réussit à maintenir un mystère autour d'une histoire pourtant bien connue. Et il nous faudra encore patienter avant d'en savoir davantage sur ce projet.
Le tournage du film, prévu entre février et août 2025, sera dirigé par le chef opérateur Hoyt van Hoytema, également oscarisé pour Oppenheimer. Les décors sont actuellement en cours de construction au Maroc, dans les studios de Ouarzazate, connus pour avoir accueilli des films tels que Mission Cléopâtre et Kingdom of Heaven. Ce lieu, avec ses paysages uniques et son architecture ancienne, est particulièrement adapté aux productions d'époque. Cela laisse supposer que la vision de Christopher Nolan ne sera ni moderne ni futuriste. Mais là encore, il faudra patienter pour découvrir à quoi ressemblera ce film, qui s'annonce déjà comme l'un des plus attendus de 2026. En attendant, Jon Bernthal fera son retour sur petit écran en reprenant son rôle de Punisher dans la série Daredevil Born Again, qui sera diffusée dès le 5 mars sur Disney+. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet ajout de casting pour The Odyssey de Christopher Nolan. Êtes-vous très curieux par ce projet d'ailleurs? Et n'hésitez pas à me dire quelques mots aussi sur Jon Bernthal si c'est un acteur qui vous marque également. Mulder, c'est à toi de me dire ce que tu en penses de ceci. Alors, le projet là, le casting commence à avoir de la gueule, mais vraiment depuis un moment, il donne envie. Tom Holland, Jon Bernthal, je parie que Jon Bernthal va jouer le Cyclope. Vraiment chanter de la gueule. Et ensuite, Jon Bernthal, bah oui, là, il a vraiment la tronche, c'est vraiment un ajout, mais alors, solide. Alors, je suppose que pour tout le monde, c'est le Punisher, c'est Jean-Franck Casal, il incarne un Punisher, mais classe, nickel, impeccable. Enfin, ils auraient pas pu trouver meilleur acteur pour le Punisher. Le mec, il réussit à être taré, à être fragile. On sent la fêlure, mais on sent aussi le côté le mec qui est fêlé. Et c'est pour le Punisher, il est impeccable. Mais je le connais pour d'autres trucs, pour Walking Dead. C'est là, je crois que je l'ai rencontré. Sinon, je l'ai vu dans d'autres trucs. Mais c'est un très très bon acteur. Il a bonne pioche de la part des directeurs de casting de chez Nolan. Et là, j'attends de voir le rôle. S'il ne fait pas le Cyclope, j'attends de voir. S'il fait pas le Cyclope, j'attends de voir. Pour moi, c'est le Cyclope. Pour moi, c'est le Cyclope qu'on va combattre Ulysse. Et là, du coup, ça gagne vraiment d'intérêt. Alors, j'ai encore les jetons du projet parce que un cinéaste réputé réaliste qui s'attaque à un morceau de la mythologie, parce que la mythologie grecque, c'est comme quelque chose, c'est comme normalement la mythologie, c'est quelque chose qui a lié à l'imaginaire. Et normalement, l'attrait du réalisme chez Nolan devrait lui faire une barrière. C'est ce qu'on voit dans la trilogie qu'il a fait de Batman, et c'est ce qui me gêne en fait. C'est le fait que son réalisme fait des freins, des barrières. Il ne peut pas traiter les sujets fantasmagoriques liés au fantastique. Genre Dr. Freeze, c'est pas possible dans l'univers de Nolan. Clayfax, c'est pas possible dans l'univers de Nolan. Donc j'ai quelques appréhensions par rapport à son apport à la mythologie, à la vision qu'il pourrait avoir de la mythologie grecque, par rapport à au voyage d'Ulysse. Mais sinon, disons que c'est aussi la première fois qu'on voit Christopher Nolan dans ce genre de projet. On a plus l'habitude de voir d'autres genres de réalisateurs qui sont vraiment à fond dessus depuis un certain temps, voilà, maîtriser le sujet. Et là, c'est vrai que c'est une surprise, c'est étonnant, mais c'est surtout très intriguant de voir Christopher Nolan dans ce genre d'univers. Ouais, mais le problème que j'ai, c'est, mais alors parce que alors quand on s'entend bien, il a un attrait pour le réalisme. Mais par exemple, je pense à son premier film qui s'appelle Following, le suiveur, et qui avait, c'était un film long métrage, il me semble, qui durait plus d'une heure, et qui est en noir et blanc, en somptueux noir et blanc, hein, très très beau noir et blanc, et pourtant le film date de 90. Et le sujet du film, c'était j'ai fait un club avant l'heure, dans le sens où, est-ce que j'ai spoilé? C'est pas un mec en fait qui est comment dire,
un peu malfrat, apprenti malfrat, en fait, a l'habitude de suivre, donc following, les gens. C'est son hobby, en fait. Il a rien à foutre de la vie, voilà. Et son hobby, c'est de suivre les gens et c'est de deviner, en fait, ce qu'en font les gens dans la vie. C'est son hobby. Il a rien à foutre. Et c'est pas, je crois pas que ce soit un chômeur ou ça faisait dans ce cas-là. Et en fait, au croisement de ces pérégrinations, il rencontre un type qui a le même hobby que lui. Et il y a une complicité entre les deux. Et je ne déballe pas tout, mais il y a un attrait pour quand je dis mythologie en parlant du film, c'est que il y a des thématiques de genre alter ego maléfique dans le film, où qu'est-ce que va nous proposer en fait le type, parce que la complicité des deux fait très le bon gars et le mauvais gars. C'est le mec, le good guy qui est influencé par le loupard en fait. C'est la version qui est le loupard du coin quoi. C'est pour ça que je dis qu'il y a une thématique d'alter ego maléfique. Et le film propose, c'est son premier film, propose d'un constat, d'un début réaliste, une histoire un petit peu fantasmagorique, dans le sens où tu as l'impression que c'est romancé. Tu as l'impression de dire un roman et de plus avoir un côté chronique réaliste qu'il y avait au début. Et c'est bien tourné, quoi. C'est pour ça que le côté mythologie, le côté romance, en fait, le côté écriture, il y a quelque chose qui fait que autant la trilogie Dark Knight c'était à fond réaliste et ça bloquait vraiment le récit, autant là je sais pas, on a l'impression qu'il essaye de revenir à une forme de récit qu'il a abandonné très tôt. Il y avait aussi Insomnia, tiens, avec Robin Williams et Al Pacino, je sais pas si je l'ai pas vu. Insomnia, c'était un film qui se déroule en Norvège. Al Pacino incarne un inspecteur de police. Robin Williams incarne une espèce de tueur en série, je crois. Et en fait, le film entier, t'as l'impression que ça baigne dans une atmosphère un petit peu spéciale. Parce que le mec, à cause du fait que le soleil ne se couche jamais dans la région en question, il ne peut pas dormir. Et donc, du coup, t'as une ambiance un petit peu de rêve, parce qu'en fait, ne pouvant pas dormir, t'as l'impression que le mec manque de sommeil tout le temps, et donc t'as pas l'impression que ce soit... on sent le côté... Le mec qui ne dort pas, et sa santé mentale est atteinte. Ce qui donne une ambiance un petit peu trouble au film. Et cette ambiance trouble, je sais pas, c'est pas typique du cinéma de Nolan. C'est que la trilogie Dark Knight et aussi Dunkerque fait très terre à terre. Et de savoir que dans la film de Nolan, t'as d'autres films qui sont un petit peu ambigus, un petit peu flous sur le réalisme de leur postulat, je sais pas, j'ai l'impression qu'il essaye de revenir à ce cinéma-là, un petit peu le cul entre deux chaises, un petit peu volatile, enfin, où le réalisme n'est pas tant que ça ancré. Donc je sais pas, j'attends de voir vraiment les premières images, les premières annonces pour avoir une réponse à ça. Parce que le casting est mortel. Enfin, le casting qui est en train de construire est super enthousiasmant. C'est ça le problème. Parce que si jamais il a réussi à accrocher sur l'ambiguïté, sur cette ambiance un petit peu spéciale, un petit peu floue de ces premiers films-là, ce serait grandiose, quoi. Enfin, c'est pour ça que moi je suis sur les dents pour qu'on annonce des trucs pour le film. Parce qu'au début, j'étais vraiment perplexe. Hein. Et là, je commence à avoir la même l'air. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Très très bien, mon cher Mulder. Et puis, oui, en tout cas, avec ce casting quand même alléchant, on verra ce que ça va donner pour la suite, n'est-ce pas? Bien. Le biopic sur Michael Jackson, réalisé par Antoine Fuqua, reprend son tournage après plus de 6 mois d'interruption. Puck News révèle que tout le troisième acte du film est jugé inutilisable et doit être réécrit de son intégralité. La cause de cette réécriture, le scénario de John Logan aborde la première accusation d'abus sexuels sur mineurs visant Michael Jackson en 1993. Une affaire qui s'était conclue par un accord à l'amiable de 22 millions de dollars. Cependant, cet accord incluait une clause interdisant toute mention du nom de la victime présumée et de sa famille dans un film ou un documentaire.
En validant le scénario, les représentants du roi de la pop semblent avoir négligé l'interdiction de toute mention de cette affaire. Pour des raisons légales, l'équipe de production est donc contrainte de refilmer la fin du film. D'après une source de production citée par le magazine American People, la situation n'est pas aussi critique et le tournage reprendra dès le mois de mars. Avec un budget conséquent de 150 millions de dollars, Michael s'impose comme l'un des films les plus attendus de 2025, porté par la notoriété légendaire de l'artiste. C'est Jafar Jackson, neveu du chanteur, qui incarnera le rôle principal, comme vous le voyez ici à l'écran. Donc la photo, c'est Jafar que nous voyons en Michael. Pour l'instant, la sortie du film reste maintenue à la date prévue. Michael est prévu en sortie dans les salles françaises le 1er octobre prochain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news. Dans tous les cas, je vais entendre tout de suite mon cher invité Mulder concernant ceci, le fait qu'il doit retourner pour cause de réécriture. À toi, mon cher Mulder. Fallait s'y attendre, quoi. Non, mais sans déconner. Michael Jackson, c'est une star. J'adorais années 80. Comment dire, je découvre la musique, dont Michael Jackson qui est une icône. Hein, faut quand même, t'as Bad, Thriller et tout. Oui, c'est iconique. Années 90, l'image est entachée d'une façon irrémédiable. Et s'il y a un temps, quand on traite la biographie de cette icône-là, qu'il y aura plusieurs, que les affaires devront être traitées, c'est incontournable, quoi. C'est incontournable. Donc oui, forcément, il y a des soucis. Forcément, les héritiers sont pas contents. Forcément. Il y a des gens qui sont pas contents de voir la façon dont c'est traité. Forcément, mais il fallait s'y attendre. Donc je ne suis pas surpris outre mesure le fait que oui, ils sont obligés d'essayer d'arrondir les angles, de réécrire des trucs parce que les premières versions ne conviennent pas. Ah oui, fallait s'y attendre, quoi. Attends, on parle quand même d'un type qui a des procès de pédophilie. Oui, mais d'accord, mais après, le truc de... Ok, je peux comprendre qu'il fallait s'y attendre. Le problème, c'est que, est-ce que avec ce genre de choses, est-ce qu'on n'édulcorerait pas en fait, les biopics parce que, en fait, on va parler que des bons côtés et pas forcément des mauvais. Et c'est vrai que actuellement, enfin, alors j'ai pas vu énormément de biopics musicales, mais dans certains, en tout cas, c'est vrai que, bon, on édulcorait un peu, on évitait de parler des choses qui fâchaient. Et je me dis, c'est quand même important, ça fait partie de l'histoire de l'artiste, de l'icône qu'est la personne. Peu importe, bon là, ça concerne Michael Jackson, mais après, ça peut concerner n'importe quel autre artiste qui aura son biopic plus tard. Je me dis, est-ce que finalement... est-ce que c'est pas dommage de jamais parler des mauvais côtés parce que voilà, il peut y avoir des procès, des tribunaux, etc. Le fait d'édulcorer tout ça, est-ce que c'est pas un danger quand même? Il faut trouver le bon angle. Tu peux pas aborder frontalement tel sujet, parce que le film de Baz Luhrmann qui parle de Elvis, il l'a abordé sous l'angle le regard de l'agent, ce qui fait qu'il a réussi à faire passer beaucoup de choses. Parce que sous le regard de l'agent, oui, il y a beaucoup de choses qui sont traitées, qui n'auraient pas pu être fait frontalement en parlant de Elvis. C'est pas possible. Mais en abordant le versant, c'est l'agent de Elvis, et ça fait passer beaucoup de choses. Et adulte, quand j'étais sûr, mais le mec, il est super épuisé, le mec, il en a profité à mort. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas aborder frontalement avec Elvis tout court, en mettant Elvis tout simplement. Alors moi, je me souviens que alors, dans les biopics, le problème que tu traites, je l'ai vu avec un biopic sur un personnage politique, Margaret Thatcher, où Margaret Thatcher était incarnée par Meryl Streep, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je parle de le bourrer avec une autre actrice connue, Glenn Close peut-être. J'ai confondu les deux en fait, c'est pour ça que de mon incertitude. Je crois que c'est Meryl Streep. Alors Margaret, c'est Meryl Streep, d'accord. Et
le biopic servait vraiment le personnage, enfin la personnalité politique, mais vraiment genre en la montrant une grande dame qui prend des décisions difficiles mais qu'il fallait prendre, genre une personnage forte. Oui, d'accord, ça c'est le biopic. Et dans la réalité, c'est une sale enflure qui a laissé crever des milliers pour pure idéologie politique. À sa mort, il y a eu les mineurs irlandais ont sabré le champagne. C'est une vraie enflure. Et le problème, c'est que dans le sens du biopic, bah, il ne pouvait pas. Enfin, normalement, c'était un rôle à Oscar pour l'actrice. Donc forcément, il ne pouvait pas tout dire parce qu'il fallait plaire au public anglais, et l'Angleterre est divisée à ce sujet-là. Donc ouais, c'est le problème que tu évoques. Bah oui, il fallait plaire avant tout à ce public-là, et donc on édulcore le propos. Alors que dans la communauté mondiale, oui, c'est une enflure. Mais le problème, c'est que dans la communauté anglaise, c'est une grande dame qui a pris des bonnes décisions. Et il y a aussi, et sinon, dans le sens biopic aussi, pour la gratter, il y a Social Network sur Jenna Thunberg, qui parle de ces troubles psychologiques, dans le sens où c'est un personnage un petit peu connard sur les bords, et qui a eu des poursuites, des affaires troubles avec la création de Facebook. Et ce film-là les traite frontalement, parce que c'est une adaptation d'un bouquin qui les traite frontalement. Et moi, ça me faisait marrer parce que ces poèmes-là, je les ai lus, j'ai appris leur existence, et genre quelques semaines avant la sortie du film. Et moi, je me demandais justement, Social Network, biopic par des features, va-t-il oser, et en fait, va-t-il oser les traiter, parce que normalement, au moment de la promo, de la post-pro et tout le monde pensait que ça allait être un film à la gloire de Facebook. À la gloire de Jason Eisenberg. Or que non, c'est un vrai film qui te décrit comment le Jason Eisenberg est c'est Mark Zuckerberg, pardon. C'est le créateur de Facebook. Je confonds peut-être avec l'acteur. Comment le créateur de Facebook, bah ouais, a un côté un petit peu connard salopard sur les bords, quoi. Enfin, il a pas été réglo avec il a pas été réglo, quoi, avec la création de Facebook. Mais c'est vrai que le biopic, en général, c'est un genre qui a tendance à réhabiliter un personnage, une personne. Il y a une question de réhabiliter. C'est une question on laisse sous le tapis ce qui peut être gênant. C'est le problème que tu soulèves. Mais le souci qu'il y a, c'est que ça a tendance à gommer certains passages. Je crois que Aznavour a le même souci dernièrement. Ça pense à gommer certains passages certains passages de sa vie qui, sont constitutifs quand même de la personnalité du mec. Personne ne peut être tout blanc ou tout noir, c'est pas possible. Il y a forcément des aspects de sa vie, pour tout le monde c'est pareil, où on est forcément plus réservé, où on se dit, j'ai pas été très très réglo. Si j'avais à le faire, je le ferais autrement. Et ça, tout le monde a ça. Donc c'est gênant que dans un biopic, où normalement on te raconte les étapes de sa vie, donc les moments où les épreuves qu'il a traversées, mais aussi les moments où il a raté le coche, pour être poli. Normalement un biopic, ça devrait servir à ça, pour extraire le fait que oui, c'est un parcours, c'est important de savoir ce que le mec a sacrifié et qu'est-ce que le mec a obtenu. C'est important de traiter de tous les aspects de la vie de la personne. Or, c'est là où je te rejoins, le biopic, ça sert, dans la plupart des cas, à glorifier la personne. On a vu ça avec Freddie Mercury, je crois, non? J'ai pas vu le film encore de Freddie Mercury, là, mais je crois qu'il y a ça avec Freddie Mercury. Il y a un peu de ça, oui. Ouais. Sinon, pour Michael Jackson... Mais j'adore le film Bohemian Rhapsody. Après... Oui, il y a quelques petits trucs, mais je vais rien dire, parce que... J'ai pas vu le film non plus. Hein. Voilà, donc moi je l'ai vu. Donc c'est pour ça que je ne vais rien te dire et que je te laisse le découvrir. D'accord. C'est pour en revenir à Michael Jackson, et je finis après. Moi, ça m'étonne pas, mais ça... J'espère juste qu'il va donner envie aux gens de s'intéresser au type. Même si on sait, les parents de gamins maintenant, les gamins qui naissent maintenant ne sont peut-être pas au courant des problèmes que Michael Jackson a eu. Mais si ce film en fait leur donne envie de se renseigner un petit peu plus, ils seront obligés d'être confrontés à la réalité que ce mec n'était pas blanc comme neige.
Ce mec a eu des problèmes psychologiques, psychiatriques, je sais pas comment on dit, mais il a eu des problèmes. Il était pas clean en fait. C'est ça le truc. Il va être obligé d'être confronté. Un jour ou l'autre, c'est peut-être pas au film c'est peut-être pas, peut-être que les concepteurs du film, enfin les producteurs et tout, pensent que c'est pas à ce film-là de le faire. Mais peut-être qu'en se renseignant, là, niveau source documentation, ils vont en avoir l'appel. Mais en se renseignant, ils vont être obligés d'être confrontés au fait que, bah ouais, mais on parle quand même d'un mec qui a eu un journal par l'attraction derrière sa demeure, quoi. Je crois qu'il avait, il avait un Euro Disney dans sa piole, dans sa chambre, je crois. Il invitait des gamins de moins de 8 ans chez lui, quoi, en toute tranquillité. On parle. Et justement, le fait que tu en parles de ça, je me dis, est-ce que les gens, la plupart des gens, ils vont se dire, ok, ben, dans ce cas-là, faites un documentaire. Et puis, tu vois, tu auras toujours des parties, ça veut dire qu'à ce moment-là, admettons que tu as un documentaire, et ce n'est pas impossible, hein, qu'un documentaire sorte prochainement sur Michael Jackson, avant la sortie du biopic. C'est ce qui a souvent été le cas pour beaucoup de biopics musicaux, en tout cas. Il y a eu par exemple pour Bohemian Rhapsody, avant, il y a eu la même année un documentaire spécial sur Freddie Mercury. Amy Winehouse, la même chose. Donc, il y a eu pas mal, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un documentaire sur Michael Jackson. Et c'est là où je veux te poser aussi la dernière question, mon cher Mulder. Est-ce que tu penses que certains publics, en tout cas dans le public, lors de la diffusion cinématographique du biopic dans les salles, est-ce qu'ils vont pas se dire, oui, mais on a vu ça dans le documentaire, pourquoi c'est pas mentionné dans le film? Est-ce que tu penses qu'il y aura ce genre de choses? Sans doute, sans doute. Mais ça dépend comment c'est la traiter. Est-ce que par exemple, l'angle du film permet de le traiter, tout simplement? Est-ce que l'angle du film permet de traiter tel ou tel sujet? Parce que c'est possible que le biopic soit traité par le regard de certains personnes, en fait, qui ne peuvent ne pas être simplement renseignés sur certains problèmes, ou qui peuvent venir de problèmes. Genre, c'est dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas être au courant tout le temps à l'instant T en même temps de tous les problèmes. De tous les problèmes, t'as ton boulot, t'as ta vie. Enfin, quand tu reviens le week-end, t'apprends les news. Ouais, il y a des trucs qui se sont passés durant samedi et dimanche. T'es pas forcément au courant. T'es peut-être pas forcément au courant parce que t'es français, t'es pas japonais, tout simplement. Enfin, tu peux. Ça dépend comment le film traite tel ou tel sujet, et c'est possible que en suivant le parcours de, par exemple, je sais pas, de chanteurs ou les proches, c'est possible d'éviter de traiter tel ou tel sujet, tout simplement, parce que pour les personnes en question, tel ou tel sujet était sur la diffamation. C'est possible. Pour que t'as de proches qui niaient carrément certains problèmes du mec par rapport à ça. Et donc, du coup, ça sous-traite des problématiques qui, aux yeux de l'opinion publique, sont primordiales. Donc, ça dépend sous quel regard, sous quel versant, sous quel angle on traite les thématiques, je dirais, les sujets dont tu parles, les sujets fâcheux. Mais oui, on peut avoir tout à fait. Ça va être immanquable que tous les fans, en fait, ou tous les haters de Michael Jackson vont se plaindre que attention, mais ça parle de ça et ça, c'est super important. Effectivement, c'est super important, mais le réal et les scénaristes ne savaient pas comment parler de ça vu le contexte qu'ils ont installé dans le film. Parce que c'est un film avant tout avec un début, milieu, fin, et pour que tout tienne debout en gardant le rythme, en gardant le même souffle, ouais, ils sont obligés de faire des sacrifices. C'est comme toi quand tu fais une dissertation, quoi. Enfin, tu peux trouver mille idées, mais vu la direction que prend ton texte, bah, tu peux pas tout caser. Ça va être la même chose avec le film en question. Très bien. En tout cas, merci pour ces mots concernant Michael Jackson. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également de ce biopic. Êtes-vous d'accord aussi avec ce qu'a dit Mulder concernant ceci? Car c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions sur ce futur biopic. Même s'il peut être intéressant, ne crions pas de joie trop vite. Voilà. Cette émission est maintenant terminée.
Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 20h, comme tous les mercredis soirs, avec des nouveaux sujets à traiter. Je vous embrasse. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!